Il ne mange pas avec nous, mettez-le à part. La voix de ma belle-fille Lorraine a tranché l'air. Je suis Georges, 68 ans, un investisseur immobilier que l'on croit fragile, ignorant que je suis propriétaire des lieux. La fête des mères aurait dû être sacrée, comme du vivant de mon époux Ernest. Il emplissait la maison de mes tubéreuses et mettait des chansons françaises d'antan. Mais Ernest est parti il y a 5 ans, et le respect des aînés avec lui. Je ne suis plus que le grand-père que Lorraine voit comme un vieux meuble. J'avais mis mon impeccable costume crème, bouton de manchette, offert par ma mère. Mes mains, marquées par l'âge, avaient signé les actes des premiers terrains quand personne n'y croyait. Mon fils Xavier est venu me chercher dans son SUV neuf, payé à crédit. Son cabinet d'architecte périclitait. Lorraine, devant, absorbée par son téléphone, sans un bonjour, dégageait son parfum bon marché. Mes petits-enfants, rivés à leurs écrans, ont à peine salué. « On va au coin du rôtisseur », a dit Xavier, la culpabilité dans le regard. « C'est l'endroit à la mode, papa, très exclusif. » Je connaissais la ville. Ma famille me croyait vivant de ma pension, mais depuis la mort d'Ernest, j'ai géré et investi en silence. Mon empire, investissement. Le Chêne est une société anonyme possédant la moitié de la zone commerciale. Le trajet fut inconfortable. Lorraine se plaignait. Xavier acquiesçait, soumis. Mon fils, élevé pour être fort, était ramolli. Lorraine me trouvait vieillot et mes opinions toxiques. Le restaurant était élégant. Murs de briques, table vernie, murmures, odeur de viande. Un bon établissement. J'avais approuvé le bail 2 mois auparavant. Monsieur Moretti ne traitait qu'avec mes avocats. Xavier avait réservé. Le maître d'hôtel a souri. « Bienvenue, famille Torres, table pour 5. » Au moment des menus, Lorraine s'est figée, chuchotant à Xavier, à voix haute. « Non, je veux un jour tranquille. Ton père critique les enfants? Ça me stresse. C'est mon jour aussi. » Xavier a pâli. « Lorraine, s'il te plaît, c'est mon père, » balbutia-t-il. « C'est mon jour, oui, je sais, » a-t-elle rétorqué. « La table est ronde, on sera serré. Je ne veux pas me cogner les coudes. » La file nous observait. Une chaleur m'est montée au cou. « Loin de nous, » exigea Lorraine. « Je veux un jour tranquille. » Au moins 30 pères d'yeux se tournèrent vers moi. Leur regard, mélange de pitié, d'incrédulité et de curiosité, me transperçait. J'ai cherché le regard de Xavier, espérant une réaction, un geste. Mais il baissa la tête, incapable de me regarder, et murmura « Faites ce que ma femme demande, s'il vous plaît. » Le silence qui suivit fut plus déchirant que n'importe quel cri. Mon propre fils, pour qui j'avais tant fait, s'inclinait devant un caprice cruel. Le maître d'hôtel, visiblement gêné, me proposa une petite table isolée, près des cuisines. « Très bien, jeune homme, » dis-je, la voix étonnamment ferme. « Conduisez-moi. Je ne leur donnerai pas le plaisir de me voir pleurer. » Je suis passé devant leur grande table, sous un candélabre, le dos droit. Lorraine s'y était installée, son sac de marque occupant la place vide. Mes petits-enfants déjà arrivés à leurs écrans, indifférents. Le maître d'hôtel me mena au fond, près des portes battantes de la cuisine. Le bruit était assourdissant, l'air chaud et gras. Ma table était minuscule, à peine bonne pour un café rapide. « Je vous apporte la carte, monsieur, » murmura le jeune homme, les oreilles rouges de honte. « Ne vous inquiétez pas, mon garçon, » répondis-je. « Un verre du meilleur vin rouge et le plat du chef. Je n'ai pas besoin de la carte. » De mon coin, je voyais Lorraine rire bruyamment, trinquant avec une mimosa, tandis que Xavier mangeait, le regard perdu. Une larme, vite essuyée, roula sur ma joue. « Ne pleure pas, Georges, » me suis-je dit. « Les larmes sont pour ceux qui n'ont pas d'option, et toi, tu en as beaucoup. » En attendant mon plat, j'ai fait ce que je fais toujours. Observer. Le père rejeté s'est effacé. L'homme d'affaires a pris le dessus. J'ai noté le sol usé, la tache d'humidité au plafond, signe que la fuite du 2e étage n'avait pas été réparée. J'ai surpris des conversations de serveurs. La machine à glaçons du bar était en panne, les toilettes du fond bouchées. Très intéressant, ai-je pensé. Ce restaurant, le coin du rôtisseur, paie un loyer conséquent. Le contrat, signé par mon représentant sous mes instructions, stipule que l'entretien interne incombe au locataire, mais les améliorations structurelles me reviennent. Néanmoins, si l'image du lieu est négligée, affectant la valeur du bâtiment, des clauses de résiliation immédiate s'appliquent.
j'ai savouré mon cabernet. Pendant des années, j'ai laissé Lorraine me sous-estimer, me prendre pour un vieil homme dépassé. J'ai laissé Xavier croire que son succès était uniquement le sien, ignorant que c'est moi qui avais recommandé son cabinet d'architecte au plus grand promoteur de la région, en toute discrétion. J'avais tiré les ficelles pour qu'ils ne manquent de rien, qu'ils aient des chances que je n'ai jamais eues. Et voilà comment ils me remerciaient. Une table au fond, près des poubelles. Je les ai regardés. Lorraine prenait un selfie, Xavier forçait un sourire. Elle le posterait sûrement avec la légende « Fête des mères parfaites en famille ». L'hypocrisie me soulevait le cœur. Mais à cet instant, la tristesse profonde qui m'oppressait se mua en quelque chose de froid, de dur, de solide. Tel un lingot d'or, je me suis souvenu d'Ernest et moi. Notre premier local, une ruine, fut transformé par notre travail acharné. J'avais appris à négocier, à lire les contrats, à ne jamais montrer ma peur. Aujourd'hui, il me traitait comme un père insignifiant. Soit, s'il ne m'aimait pas comme père, il me respecterait en tant que propriétaire. Le serveur revint avec mon plat. « Monsieur, ce qu'ils vous ont fait est inacceptable. Je peux demander au gérant de vous trouver une autre place. » Ses yeux miellés rappelaient Xavier jeune. « Ne vous inquiétez pas, mon garçon, je suis très bien ici. » Je sortis mon portable, puis ma carte de visite. Georges M., président, groupe immobilier Le Chêne. Au dos, d'une main ferme, je rédigeais un message à la plume. « Jeune homme, apportez-moi mon autre vin. Et assurez-vous que monsieur Ramirez reçoive ceci personnellement. Dites-lui que le monsieur de la table du fond souhaite parler du renouvellement du contrat et de la conduite de ses clients. » Le garçon prit la carte, acquiesçant respectueusement. Je mangeais calmement, observant ma belle-fille gesticuler. Elle ignorait que la corde se tendait. Il croyait m'avoir puni en me reléguant dans l'ombre, sans comprendre que c'est là que les stratégies s'élaborent le mieux. Seul, j'étais pourtant accompagné par ma dignité, mon histoire et le pouvoir absolu que j'allais déchaîner. J'ajustai mon épingle à cravate. Le spectacle allait commencer. Depuis mon coin, j'avais une vue imprenable sur la décadence de ma famille et de mon affaire. Les meilleures places sont celles d'où l'on voit tout sans être vu. Mon vin savouré, je sortis mon téléphone. Lorraine se moque de mes lunettes de vieil homme, mais elles me permettent de voir ce que son arrogance ignore. Je déverrouillai l'appareil et ouvris la gestion de fichiers vers Propriété commerciale, zone nord. J'y trouvai le contrat de location du coin du rôtisseur. Le PDF s'afficha aussitôt. Je connaissais les clauses générales, mais je devais vérifier les détails. La clause 14B, maintien de l'image et standard de service, exigeait un environnement de respect, sans nuire à la réputation de l'immeuble. Traiter un client avec mépris selon son âge, le reléguer, constituait une violation. Mais la clause 21, renouvellement et ajustement, était plus intéressante. Le contrat expirait le mois prochain. Nous étions en période de grâce de 30 jours pour négocier. « Tiens, tiens, murmurai-je. Monsieur Moretti, monsieur Ramirez, vous marchez sur de la glace fine et sans patin. » Je levai les yeux, observant le restaurant d'un œil d'auditeur. Je ne voyais plus un joli lieu, mais les failles de sa gestion. Le gérant, monsieur Ramirez, discutait vivement avec un fournisseur, la peur au visage. Les ventes n'avaient probablement pas été à la hauteur ce trimestre, et savaient qu'investissement. Le Chêne ne pardonnait aucun retard de loyer. Si M. Ramirez apprenait que le propriétaire de son destin était assis à 10 mètres de lui, mangeant seul et ignoré de ses serveurs, il ferait probablement un infarctus. Cette information était ma munition. Pendant des années, j'avais laissé Xavier gérer ses affaires, n'intervenant que dans l'ombre pour lui ouvrir des portes qu'il croyait avoir défoncées. J'avais laissé Lorraine croire que mon argent s'était envolé en médicaments et en mauvais placements après le décès d'Ernest. Pourquoi ? Par amour ? Ou peut-être par une vaine espérance. Je voulais être aimé pour qui j'étais, Georges, le père et grand-père. Pas Georges, le distributeur de billets. Comme j'avais eu tort. Je regardais ma main sur la nappe. Ses mains avaient lavé des sols étrangers, porté des caisses au marché avant qu'Ernest et moi n'achetions notre première petite boutique. Elle connaissait le froid de l'aube et la chaleur du midi sous le soleil. Je me souvins d'une après-midi, 15 ans plus tôt. Ernest était déjà malade, mais son esprit restait aussi brillant qu'un diamant. Nous étions sur le porche, regardant la pluie tomber. « Mon cher Georges, me dit-il en me prenant la main, tu es plus fort que moi. Quand je ne serai plus là,
Ne laisse pas les vautours te dévorer, ni ceux de l'extérieur, ni ceux de l'intérieur. Ne dis pas ça, mon vieux, lui avais-je répondu, la gorge nouée. Je te le dis parce que je te connais. Tu as le cœur tendre, mais la tête d'un général. Utilise ta tête, Georges, et garde ton cœur pour ceux qui le méritent. Mes yeux s'humidifièrent en me le rappelant. J'avais désobéi à Ernest. J'avais laissé mon cœur à vif et ma tête enfermée dans un tiroir. J'avais permis à Lorraine de me marcher dessus à chaque réunion de famille, critiquant mes vêtements, ma cuisine, ma façon de parler. Oh, beau-père, vous êtes si démodé. Ou, beau-père, ne vous mêlez pas des choses modernes. Et moi, je me taisais, pour ne pas créer de problème, pour que Xavier n'ait pas à choisir entre sa femme et moi. Mais aujourd'hui, en voyant Xavier manger en silence, sans même oser regarder vers mon coin, j'ai compris qu'il l'avait déjà choisi, et ce n'était pas moi. La tristesse s'était évaporée, remplacée par une clarté mentale absolue. C'était comme si un bandeau, porté depuis 5 ans, venait de tomber. J'observais de nouveau la table principale. Lorraine renvoyait un plat, gesticulant devant une jeune serveuse au bord des larmes. « C'est froid », pouvais-je lire sur ses lèvres. « Reprenez ça et apportez-moi un autre, c'est le comble. » La serveuse retira l'assiette, les mains tremblantes. Xavier ne bronchait pas, rivé à son téléphone, mes petits-enfants absorbés dans leurs écrans. Cette femme, ma belle-fille, se sentait puissante parce qu'elle pouvait crier sur une employée au salaire minimum, importante avec son sac de créateur probablement acheté à crédit, assise à la meilleure table. Quelle conception étriquée et fragile du pouvoir. Le vrai pouvoir ne fait pas de bruit. Il n'a pas besoin de crier ni d'humilier. Le vrai pouvoir, c'est d'être assis à la table la plus insignifiante, mangeant seul, et de savoir qu'un simple appel pourrait acheter l'immeuble entier, licencier tout le personnel ou transformer le restaurant en parking si l'envie m'en prenait. Ce contraste entre ce qu'il croyait que j'étais et ce que j'étais réellement me procura une étrange satisfaction, tel un as caché dans une partie de poker où tous les autres trichent. Je pris une autre gorgée de vin. Il fallait peaufiner mon plan. Révéler mon identité ne suffirait pas, ce serait vulgaire, un caprice de riche. Non, je devais donner une leçon. D'humilité à Lorraine, de virilité à Xavier et de service client à M. Ramirez. D'un geste discret, j'appelai le serveur. Le jeune homme aux yeux bienveillants, que j'avais remarqué attentivement, contrairement à ses collègues qui ne s'occupaient que des grandes tables pour les pourboires généreux, accourut. « Dites-moi, monsieur Georges, tout va bien avec la viande ?»« Exquise, mon garçon, merci. Comment vous appelez-vous ?»« Miguel, monsieur. À votre service. »« Miguel, soyez sincère avec moi, je vous le promets. Rien ne vous arrivera. Comment le gérant, monsieur Ramirez, vous traite-t-il » Miguel hésita, jetant des regards nerveux autour de lui. « Eh bien, monsieur, c'est un travail. Il y a des jours bons et mauvais. »« Ne me mentez pas, Miguel. J'ai des petits-enfants de votre âge. Je sais quand un jeune endure des choses qu'il ne devrait pas. J'ai vu comment il a parlé à la caissière tout à l'heure. » Miguel soupira, ses épaules s'affaissant comme s'il libérait un lourd fardeau. « La vérité, monsieur Georges, c'est difficile. Il nous retient les pourboires si quelque chose se casse, même par accident. Il nous fait faire des doubles services sans paiement supplémentaire et dit toujours que si ça ne nous plaît pas, on peut partir, qu'il y en a 100 qui attendent au dehors. Le propriétaire de l'immeuble serait très exigeant, c'est ce qu'il dit. Ramirez utilisait mon nom pour justifier sa tyrannie. Mensonge. Je n'ai jamais exigé d'exploitation. Merci, Miguel, dis-je. J'ai noté mentalement un audit surprise. Je demandai à Miguel s'il me faisait confiance. Mes vieux yeux fatigués, mais brillants d'une étincelle dangereuse, le regardèrent. « Oui, monsieur, vous me rappelez ma grand-mère. »« Bien, jouons un jeu de justice. » Je lui fis signe. « Ma famille, là-bas, demandera l'addition. Lorraine voudra sans doute la diviser. Tu t'occuperas de cette table. Dis à ton collègue que je t'ai demandé de t'en charger. Et quand tu apporteras l'addition, donne-leur ceci. » Je tendis une carte de débit noir mat, illimitée, la carte corporative d'investissement Le Chêne. « Vous voulez payer pour eux » demanda Miguel, confus. « Non, mon garçon, ris-je. Je vais payer le restaurant. » Miguel me regarda, incrédule. « Écoute-moi bien. Ramirez à ma carte de présentation. Va le voir, interrompt son appel. Dis-lui que monsieur Georges M., propriétaire d'investissement Le Chêne, veut payer l'addition de toute la salle, toutes les tables, sauf une. » Les yeux de Miguel s'écarquillèrent.
Sauf celle de votre fils? Exactement. J'offre le repas à toutes ces mères qui célèbrent, à la dame avec le bébé, à la grand-mère en fauteuil roulant, à tous, sauf à la table 5. Eux, tu leur feras payer le moindre centime, service inclus. Miguel sourit, une complicité absolue sur son visage. Il avait compris. Et une chose de plus, ajoutai-je, dis à Ramirez de sortir. Je veux qu'il aille personnellement expliquer à la table de mon fils pourquoi la maison invite tout le monde sauf eux. Et je veux voir sa tête quand il réalisera qui je suis. Compris, monsieur Georges? Miguel se redressa. Je le fais tout de suite. Attends qu'il demande le dessert. Laisse Lorraine croire qu'elle a gagné. Alors, tu abattras le marteau. Miguel acquiesça et se retira vers la cuisine, une détermination nouvelle. Je me calai dans la chaise. Xavier se leva pour les toilettes, évitant mon regard. Sa lâcheté me blessait, mais ne me paralysait plus. S'il voulait être un étranger, je le traiterais comme tel. Dans mon monde des affaires, ceux qui ne respectent pas les contrats apprennent à le faire, ou sont écartés. Une calme froideur m'envahit. Je n'étais plus le veuf triste, j'étais le patriarche, le patron. Ce déjeuner de la fête des mères allait devenir une légende. Mon portable vibra. Solde suffisant pour acheter cet endroit 10 fois. Profite de ta mimosa, Lorraine, pensai-je en fixant sa nuque, car ce sera la dernière chose douce que tu goûteras avant longtemps. Tout était prêt. Les pièces étaient sur l'échiquier. Il ne restait qu'à ce que le gérant réalise que la reine avait déjà fait échec et mat. Depuis l'angle le plus sombre, je vis Miguel disparaître derrière la porte de la direction, ma carte noire à la main, comme un décret royal. Le bruit du restaurant s'estompa. Dans un bourdonnement ambiant, je restais seul, le cœur battant non de peur, mais de cette adrénaline froide et calculée que je ressentais avant de conclure un accord majeur. J'ordonnai un expresso, son amertume nécessaire pour rester alerte. De mon coin, je dominais la scène que Lorraine avait choisie pour mon humiliation. Elle croyait me cacher, m'effacer de la photo familiale parfaite, mais elle m'avait en fait placé à un poste d'observation. D'ici, je voyais les plateaux en retard, les commis s'essuyaient la sueur, et surtout, la mascarade de la table numéro 5. Xavier touchait à peine son repas. Je le connaissais. Nerveux, il coupait sa viande en miettes sans les porter à sa bouche. Il souffrait, oui, mais lâchement. Il n'avait pas le courage de me chercher, de me faire une place à sa table, préférant la paix avec sa femme à la dignité d'honorer son père. Cette douleur, loin de me faire pleurer, m'alimentait désormais. Lorraine, elle, était à son apogée. D'un geste méprisant de la main, elle claquait des doigts sans regarder la serveuse. Plus de glaçons, et dites au gérant que la musique est trop forte. Pauvre et naïve, elle se croyait la reine du bal, ignorant que l'orchestre allait bientôt cesser de jouer pour elle. Le temps s'étirait. 5, 10 minutes. La porte du bureau de M. Moretti restait close. Je tambourinais des doigts sur la table, en formica bon marché. Était-il en train d'appeler la banque pour vérifier la carte? C'était probable. Une carte illimitée au nom d'une société anonyme, SA, aux mains d'un homme âgé en costume démodé, pouvait éveiller les soupçons. Laisse-le appeler, pensai-je avec un sourire tordu. Qu'on lui confirme que le monsieur du coin a assez de capital pour acheter sa loyauté et sa peur. Soudain, la dynamique de la salle changea subtilement. Les serveurs ralentissaient près du bureau. La rumeur s'était répandue. Miguel avait dû dire quelque chose, ou la tête du gérant en voyant mon nom avait suffi. Je sentis plusieurs regards curieux se poser sur moi. Plus de pitié pour le grand-père abandonné, mais ce mélange de curiosité et de crainte révérencieuse réservé à celui qui détient un dangereux secret. Alors, la porte de la direction s'ouvrit brusquement. Monsieur Moretti en sortit, comme poussé. Habituellement, ce petit homme chauve au costume trop serré se pavanait, saluant les tables chères. Mais là, il semblait avoir oublié comment marcher. Pâle, d'une pâleur maladive, celle de qui réalise une erreur fatale. Dans une main, ma carte de visite ivoire. Dans l'autre, ma carte noire, tenue comme une relique sacrée. Ses yeux balayèrent sur le restaurant avec désespoir, ignorant les clients et même Lorraine, qui le hélait. Ses yeux cherchèrent le coin, la table de service, le propriétaire. Quand son regard croisa le mien, sa mâchoire se décrocha. Il déglutit si fort que je l'entendis presque. Il rajusta sa cravate de main tremblante et s'avança vers moi. Il ne marchait pas. Il pérégrinait. Miguel le suivait, le visage grave, mais les yeux brillants d'une malice délicieuse. Il me fit un clin d'œil discret
avant de filer vers la cuisine. Bon garçon. Monsieur Moretti arriva à ma table et se plia presque en deux dans une révérence maladroite. Monsieur Georges, balbutia-t-il, la voix brisée par les nerfs. Mon Dieu, je n'avais aucune idée. Le personnel ne m'a pas informé. Quelle honte. Je restai assis, immobile, buvant une gorgée lente de mon café. Asseyez-vous, monsieur Moretti, ordonnai-je à voix basse. Ce n'était pas une invitation, mais une instruction. L'homme regarda la chaise en plastique devant lui comme une chaise électrique, mais s'assit au bord, prêt à s'enfuir. Monsieur, s'il vous plaît, permettez-moi de vous déplacer immédiatement, commença-t-il, s'essuyant le front avec un mouchoir froissé. Nous avons le salon privé, ou la table près de la fenêtre. Je délogerai n'importe qui. C'est inacceptable, un homme de votre position ici, près de la porte de service. Je levai une main pour le faire taire. Le coin du rôtisseur, rectifiai-je. Je suis ici depuis 1 heure. J'ai vu des plats renvoyés, des serveurs glissés, senti l'odeur des égouts des toilettes et observé comment vous traitez votre personnel. Monsieur Moretti pâlit encore plus. Monsieur, nous avons eu des problèmes de plomberie et de personnel aujourd'hui. Je l'interrompis d'une voix douce mais ferme. Contrat de location, clause 14, alinéa 5. Le locataire s'engage à maintenir des normes d'hygiène et de service de première catégorie. Cela vous parle ? Parce que mes avocats trouveront cela très intéressant lorsque je leur raconterai que je mange à côté d'une poubelle parce que votre personnel a permis qu'on me ségrège. Je ne savais pas, murmura-t-il désespéré. C'était la dame de la table 5. Elle a insisté. Je sais ce qu'elle a dit. Et vous, en tant que gérant, auriez dû avoir le jugement de ne pas permettre la discrimination dans mon immeuble. Mais laissons cela pour la réunion de lundi matin, où nous déciderons si vous conservez votre emploi ou non. Moretti semblait sur le point de pleurer, desserrant sa cravate. Il savait qu'il était acculé. Investissement. Le chêne n'était pas seulement le nom sur son chèque de loyer. C'était l'entité qui pouvait résilier son contrat et le laisser à la rue avec une dette de plusieurs millions pour non-respect. « Tout ce que vous voudrez, monsieur Georges, dit-il. J'ordonnerai ce que vous voudrez. Je ferai tout pour arranger ça. » Je souris. C'était la phrase que j'attendais. Je me penchai en avant, les coudes sur la petite table. « Très bien, Moretti. Faisons un marché. Vous voulez conserver votre contrat et je veux célébrer la fête des mères comme il se doit. » Oui, oui, bien sûr. Que désirez-vous? La meilleure bouteille de vin? Du caviar? Je veux que vous utilisiez cette carte, dis-je en désignant le plastique noir qu'il tenait encore avec révérence, et que vous régliez l'addition de toutes les tables occupées en ce moment dans le restaurant. Moretti cligna des yeux, confus. De toutes? Il y a une quarantaine de tables, monsieur. Ce sont des milliers d'euros. Pensez-vous que l'argent me préoccupe? J'arquai un sourcil. Non, non, bien sûr que non. Alors, j'invite tout le monde. Écoutez attentivement. Je baissai la voix, l'obligeant à se pencher davantage. Vous allez passer à chaque table. Vous leur direz qu'Investissement Le Chêne, le propriétaire de l'immeuble, leur offre leur consommation pour la fête des mères. Qu'ils commandent un dessert, une autre tournée. Je veux que les gens applaudissent, qu'ils se sentent heureux. Entendu? Monsieur, c'est un geste très généreux, mais il y a une exception. Ma voix se durcit, devenant froide comme l'acier. La table 5. La table de la cabine centrale. Moretti regarda vers Xavier et Lorraine, qui se retouchaient le maquillage avec son téléphone. « La table de votre famille ?» demanda-t-il, étonné. « Exactement. À cette table, vous n'inviterez même pas l'eau. Je veux que vous leur facturiez tout. Le service, le couvert, les boissons, même l'air qu'ils respirent. Si vous pouviez lui donner un prix. Et quand ils auront terminé et demanderont l'addition, je veux que vous alliez personnellement leur expliquer que la maison a invité tout le monde, sauf eux. » Moretti me regarda, les yeux exorbités. Il commençait à comprendre le jeu. Il commençait à voir que le vieil homme du coin n'était pas une victime, mais un bourreau avec une guillotine de velours. « Et ils demanderont pourquoi ?» murmura-t-il. « Dites-leur que la promotion est pour les mères qui mangent avec leurs enfants, et que le propriétaire de l'immeuble a des politiques très strictes concernant l'ingratitude. » Le gérant hocha la tête lentement. Il y avait de la peur dans ses yeux, oui, mais je vis aussi une étincelle d'admiration. Personne ne respecte plus le pouvoir que ceux qui en abusent lorsqu'ils l'ont. « Ah, et une chose de plus, Moretti, ajoutai-je tandis qu'il se levait. Avant d'aller annoncer la nouvelle aux tables,
apportez-moi un autre verre de ce cabernet et dites à Miguel de venir. Il sera mon intermédiaire pour le reste de l'après-midi. Vous, restez à l'écart jusqu'à l'heure du règlement. Comme vous voudrez, monsieur. Moretti s'éloigna presque en courant vers la caisse. Je le vis taper frénétiquement, donnant des instructions au caissier qui le regardait bouche bée. Puis, je vis l'ambiance du restaurant commencer à se transformer. Le gérant commença son tour par les tables du fond. Je le vis s'approcher d'une grande famille, leur parler doucement et pointer le plafond. Un pieux mensonge, comme si la bénédiction venait du ciel, ou de la structure même. Je vis les visages surpris des convives, les sourires. Une dame âgée porta les mains à sa poitrine. Un homme leva sa coupe vers le vide, reconnaissant. L'onde de joie se rapprocha du centre de la salle. Le murmure grandit. « C'est gratuit !» entendis-je dire. « La propriétaire invite !» disaient d'autres. Les serveurs commencèrent à servir des desserts et du champagne avec une énergie renouvelée, sachant que les pourboires d'une addition payée sont souvent généreux. Et au milieu de cette marée de bonheur croissant, la table 5 restait comme une île de quiétude. Xavier et Lorraine regardaient autour d'eux, déconcertés, voyant les serveurs apporter des bouteilles aux tables. Autour de nous, les convives riaient et célébraient. Lorraine a intercepté un serveur avec un plateau de dessert. « Qu'est-ce qui se passe ?» a-t-elle exigé, son ton m'agaçant. « Pourquoi eux ont ça ? Nous n'avons pas commandé de dessert. Et si c'est gratuit ?» Le serveur, déjà briefé, l'a regardé avec une courtoisie glaciale. « C'est une attention de la direction pour certaines tables, madame. Votre serveur prendra votre commande dans un instant. » Puis il est parti. Indignée, Lorraine s'est tournée vers Xavier. « Tu as vu ça ? Quel service épouvantable! Ils ont eu du gâteau et nous, on nous ignore. Dis-leur quelque chose, c'est intolérable. » Xavier, mal à l'aise, a murmuré. Lorraine baisse la voix. « C'est sûrement un anniversaire ou quelque chose ?»« Anniversaire ? Mais c'est tout le restaurant. Regarde là-bas. » Lorraine a pointé du doigt l'autre bout de la salle, son geste passant inévitablement par mon coin. Nos regards se sont croisés. J'ai levé ma coupe de vin, fraîchement servie, et j'ai soutenu son regard. Pas de sourire, pas de geste, juste la sérénité absolue de celui qui tient le doigt sur la gâchette. Elle a froncé les sourcils, confuse. Pourquoi ce vieil homme buvait-il du vin aussi cher ? Pourquoi le gérant lui avait-il parlé si longtemps ? Il semblait plus grand. Le doute s'est semé sur son visage. Elle s'est tournée vers Xavier, lui disant quelque chose rapidement en me désignant discrètement. Xavier a refusé de se retourner, sa peur de la culpabilité l'emportant sur sa curiosité. Le restaurant vibrait d'une énergie électrique. La gratitude des 30 familles remplissait l'air, mais cette gratitude avait un fil conducteur. Tout le monde savait que quelque chose de spécial se passait, mais personne ne connaissait le bienfaiteur, à part moi, le gérant en sueur et un serveur nommé Miguel, qui s'approchait de ma table avec un sourire complice. « C'est fait, monsieur Georges », a murmuré Miguel en posant une serviette propre. Le gérant a fait toutes les tables, sauf la leur. « Parfait », ai-je dit, appréciant l'arôme du vin. « Et que demande-t-il à la table 5 ?»« Madame Lorraine vient de commander le homard thermidor et une bouteille de Moët, » a-t-il rapporté. Elle a dit « Si le service est lent, au moins que ce que nous allons payer en vaille la peine. De toute façon, c'est Xavier qui paie. » J'ai laissé échapper un rire court et sec. « Qu'il lui apporte 2 homards, si elle veut. Qu'elle savoure chaque bouchée, car la digestion sera très lourde. » J'ai observé mon fils et ma belle-fille, piégés dans leur bulle d'ignorance, mangeant et buvant, se croyant supérieurs aux autres, supérieurs à moi. Ils ne savaient pas que les murs qui les entouraient étaient miens, que le sol sur lequel ils marchaient était mien. Bientôt, ils sauraient que le respect ne s'exige pas par des cris, mais s'impose par des actes. Le décor était planté pour l'acte final. Monsieur Moretti s'essuyait le front près de la caisse, attendant mon signal pour laisser tomber la guillotine. La note de la table 5 grimpait avec chaque caprice de Lorraine, et à chaque euro ajouté, ma satisfaction augmentait. Aujourd'hui, ils n'allaient pas seulement régler une addition de restaurant, ils allaient payer des années de silence, de mépris et de solitude. Le reçu aurait beaucoup de zéros. « Miguel » ai-je dit sans quitter ma belle-fille des yeux, « tenez-vous prêt. Dès qu'ils demanderont l'addition, je veux être aux premières loges, même depuis ce coin. »« Ne vous inquiétez pas, monsieur, vous avez la meilleure place de la maison, »
a-t-il répondu. Il avait raison. Jamais un coin sombre n'avait été aussi éclairé par la certitude d'une justice imminente. Le homard thermidor n'était plus qu'une carapace rouge et vide dans l'assiette de Lorraine, lorsque l'ambiance à la table 5 est passée de la complaisance à la confusion. Depuis mon observatoire, entre les balais et la porte de la cuisine, je l'ai vue s'essuyer les lèvres avec un geste théâtral, satisfaite. Xavier, lui, avait le regard vitreux, cette expression d'indigestion émotionnelle que je lui connaissais depuis l'enfance quand il cachait ses mauvaises notes. Miguel s'est approché de leur table sans la hâte habituelle des serveurs débordés. Il marchait avec une solennité presque liturgique, tenant la pochette en cuir noir de l'addition comme une sentence. « Désirez-vous autre chose ou je vous apporte le terminal ?» a demandé Miguel avec une courtoisie impeccable, bien que de loin je puisse deviner la tension dans ses épaules. « L'addition, et vite !» a ordonné Lorraine sans le regarder, cherchant son miroir compact dans son sac. « Et assurez-vous d'appliquer la promotion du moment. J'ai vu qu'ils n'ont rien payé à la table d'à côté. C'est pour la fête des mères, n'est-ce pas ?» Miguel a déposé la pochette sur la nappe. « Voici, monsieur, » a-t-il dit, s'adressant à Xavier et ignorant délibérément Lorraine. Le total est détaillé. Xavier a ouvert la pochette. J'ai vu ses yeux se plisser pour déchiffrer les chiffres, puis s'écarquiller démesurément. Sa peau, déjà pâle, est devenue grisâtre. Lorraine a murmuré d'une voix faible. « Combien ? Cette bouteille de champagne ? Ah, je ne sais pas, Xavier. C'est le prix normal. Pourquoi cette tête ?» Elle lui arracha le dossier des mains avec impatience. « Voyons voir !» Le cri de Lorraine fit se retourner deux convives de la table voisine. « 8500 € !» hurla-t-elle. « C'est du vol ! On nous facture même la glace et je ne vois aucune réduction. »« Et vous ?» interpella-t-elle Miguel, resté immobile. « Où est la courtoisie de la maison ? Tout le monde part sans payer. » « La courtoisie, madame, » répondit Miguel d'une voix ferme, a été appliquée rigoureusement selon les instructions du propriétaire du bâtiment. Toutes les tables familiales ont reçu l'invitation. « Nous sommes une famille !» hurla Lorraine en se levant, sa chaise raclant le sol. « Je veux parler au gérant tout de suite. C'est de la discrimination. » C'était le moment. Je fis un signe discret au maître d'hôtel qui attendait près de la caisse. Il ajusta sa veste et s'approcha de la table 5, le regard assuré. « Y a-t-il un problème avec le service, madame ?» demanda-t-il, un calme qui exaspéra encore plus ma belle-fille. « Bien sûr qu'il y a un problème. » Lorraine agitait la note comme un drapeau de guerre. « Tout le monde a eu son repas offert. Pourquoi nous facture-t-on 8000 €? J'exige la même promotion. » Le maître d'hôtel joignit les mains derrière son dos. « Je suis vraiment désolé, madame. La promotion de la fête des mères était une instruction directe d'Investissement Le Chêne, le propriétaire des lieux. L'ordre était clair, inviter toutes les mères célébrant en harmonie et avec respect. Une exception explicite a été faite pour la table 5. » Xavier releva brusquement la tête en entendant le nom. « Investissement. Le Chêne ?» répéta mon fils d'une voix tremblante. Architecte, il connaissait ce nom, l'avait vu sur les enseignes des meilleurs centres commerciaux. Il savait que c'était un géant invisible de la ville. « Exactement, monsieur Torres », confirma le maître d'hôtel. « Le propriétaire a estimé que votre table ne remplissait pas les conditions de dignité familiale pour bénéficier de sa générosité. » Lorraine éclata d'un rire hystérique. « Dignité ? Et qui est ce propriétaire pour nous juger ? Sûrement un vieil aigri qui n'a rien de mieux à faire. Dites-lui de venir me le dire en face. Je suis avocate, je peux poursuivre cet endroit pour traitement inégal. » « Il ne sera pas nécessaire de le poursuivre, Lorraine, » dis-je. Ma voix ne fut pas un cri, mais elle coupa l'air comme un couteau aiguisé. Je m'étais levé de ma chaise dans le coin, laissant ma serviette sale sur la table en plastique, et commençai à marcher vers le centre du salon. Le son de mes chaussures résonna dans le silence soudain qui s'était emparé du restaurant. Les serveurs s'écartèrent à mon passage. Les clients restants, ceux qui avaient bénéficié de ma carte, me regardaient avec curiosité. Je marchais lentement, le dos droit et le menton haut, les mains croisées. Je n'étais plus le beau-père embarrassant. À chaque pas, je récupérais un morceau de l'autorité que je leur avais cédé par amour. Xavier me vit approcher et se leva maladroitement, faisant tomber sa serviette. « Papa ?» demanda-t-il, confus, regardant le maître d'hôtel puis moi. « Qu'est-ce que tu fais ? Assieds-toi, s'il te plaît. Ne fais pas de scène. » J'arrivai au bord de leur table. Je regardais les restes de homard, les verres à moitié vides, puis je fixai Lorraine. Elle me regarda avec dédain,
Mais une ombre de doute naissait dans son regard. Je ne vais pas m'asseoir, Xavier, répondis-je calmement. Je me suis déjà assis là où l'on m'a dit, dans le coin, près des poubelles, là où vous pensiez que j'appartenais. Oh, s'il te plaît, Georges, l'interrompit Lorraine en levant les yeux au ciel. Ne commence pas tes drames de victimes. Nous discutons de quelque chose d'important avec le gérant. Retourne à ton coin finir ton café, et nous partirons après. Taisez-vous, madame, intervint brusquement le maître d'hôtel. L'autorité dans sa voix fut telle que Lorraine ferma la bouche par pur réflexe. Ayez plus de respect lorsque vous vous adressez au propriétaire. Le temps se figea. Lorraine cligna des yeux, incrédule. Xavier s'agrippa au bord de la table, comme si le sol tremblait sous ses pieds. Mes petits-enfants, qui n'avaient pas décollé les yeux de leur téléphone, levèrent la tête, sentant l'électricité dans l'air. « Propriétaire » balbutia Lorraine, lâchant un rire nerveux. « De quoi parle-t-il ? C'est Georges. Il vit de sa pension de retraite. Il tricote des layettes. » Je plongeai la main dans mon portefeuille et en sortis une carte identique à celle que j'avais donnée au maître d'hôtel et la laissai tomber sur l'assiette sale de Lorraine. Le petit carton ivoire atterrit doucement sur les restes de beurre et de citron. « Lisez. » Je prononçai doucement le nom de Lorraine. Elle saisit la carte du bout des doigts, avec dégoût, mais ses yeux parcoururent les lettres dorées. Georges M., président, investissement Le Chêne. « Non, c'est une blague, » murmura-t-elle, secouant la tête. « Xavier, ton père a fait imprimer ça pour une de ses vieilles lubies, n'est-ce pas ?» Xavier me regardait, les yeux embués, non de tristesse, mais de reconnaissance. Le puzzle de sa vie s'assemblait. Les clients mystérieux, les crédits miraculeux, les recommandations anonymes. Investissement. Le Chêne, murmura Xavier, la voix brisée. L'immeuble de bureau, le nouveau centre commercial. Papa, c'est toi le Chêne ? Oui, Xavier, c'est moi, confirmis-je sans le quitter des yeux. Et ce restaurant, le sol que vous foulez, les murs qui vous entourent, tout est à moi. Monsieur Ramirez travaille pour moi, Miguel dans mon immeuble. Vous venez d'humilier le propriétaire dans sa propre maison. Lorraine s'effondra sur sa chaise, son visage passant de la rage aux terreurs. Elle chercha des alliés, mais les serveurs la regardaient avec une satisfaction mal dissimulée, le gérant avec froideur. Moi, je la regardais avec une déception plus lourde que la haine. « Mais beau-père !» balbutia Lorraine, sa voix devenant aiguë et suppliante. « Vous ne nous avez jamais dit... On est stressé. La table était trop petite. » La table était parfaite, Lorraine. Ce qui était petit, c'était ton cœur. Et toi, Xavier ? Je me tournai vers mon fils. Il baissa la tête, incapable de soutenir mon regard. Tu as laissé ta femme me traiter comme un chien galeux. Tu as permis qu'on me cache. 30 personnes m'ont vu partir. Et tu n'as rien dit. Tu as mangé ta viande et bu ton vin pendant que ton père était assis seul, entendant les cris de la cuisine. « Papa, pardonne-moi, je ne voulais pas... » insista Xavier, tentant de prendre ma main. Je reculai. « Ne me touche pas, » dis-je froidement. « Je ne suis plus le père qui soigne tes écorchures. Je suis l'homme d'affaires qui évalue un mauvais investissement. Et malheureusement, mon fils, tu t'es avéré être un très mauvais investissement. » Le gérant, M. Ramirez, fit un pas en avant. « Monsieur Georges, dit-il, j'avais pour instruction de mettre la note de la table 5 à la charge de la maison, par courtoisie familiale. Maintenant que la situation est clarifiée, » Le silence fut absolu. Lorraine me regarda avec espoir, de son regard manipulateur habituel. Xavier me supplia du regard. Je souris, un sourire triste mais ferme. « En aucune façon, monsieur Ramirez. » Ma voix résonna clairement. La charité bien ordonnée commence par soi-même, mais le respect se gagne. Ils n'ont rien gagné aujourd'hui. Faites-leur payer absolument tout, et je veux le règlement immédiatement. Lorraine étouffa un gémissement. Xavier chercha son portefeuille, les mains tremblantes. « Papa, » murmura-t-il, humilié, « la carte est au maximum. 8 000 €, ça ne passera pas, entre la rénovation de la cuisine et le voyage de Lorraine. »« Ce n'est pas mon problème, Xavier, » répondis-je, croisant les bras. « Tu as 2 options. Tu paies ou tu fais la plonge. Et étant donné la montagne de vaisselle sale, j'ai invité 100 personnes. Je te suggère de trouver un moyen de payer. »« C'est absurde !» s'écria Lorraine, tentant de reprendre le dessus. « Xavier est ton fils. Tu ne peux pas nous faire ça. Tu as des millions. Quelle sorte de père agit ainsi ?» Je me penchai sur la table
mes mains sur la nappe tachée. Mon visage était à quelques centimètres du sien. Je vis la peur réelle dans ses pupilles dilatées. Quelle sorte de père, murmurai-je avec une intensité volcanique. Le genre de père qui t'a appris que dans la vie, tout a un prix, Lorraine. Vous vouliez de l'intimité, n'est-ce pas? Elle mange à part, tu as dit? Eh bien, l'intimité et l'exclusivité ont un prix. Et aujourd'hui, la leçon vous coûtera 8 500 euros. Je me redressai et regardai M. Ramirez. Si la carte ne passe pas, appelez la police. Tentative de fraude pour consommation sans provision. Pas de favoritisme. Papa! Cria Xavier, terrifié. Tu ne peux pas appeler la police. Je suis architecte. Ma réputation? Ta réputation s'est envolée au moment où tu as baissé la tête et laissé humilier l'homme qui t'a donné la vie. Je le sentenciais. Je tournai les talons, n'ayant plus rien à voir. Je savais que Xavier trouverait un moyen de payer. Un ami, un prêt rapide ou sa carte de crédit d'urgence. C'était la mort de son confort, la naissance de ma liberté. Alors que je passais devant les tables où les autres familles finissaient leur dessert, les gens commencèrent à applaudir. D'abord timidement, puis d'autres se joignirent à eux, sachant que j'étais le secre bienfaiteur. Sans saisir tous les détails, ils sentaient que justice avait été rendue. Une vieille dame en fauteuil roulant, près de la porte, m'arrêta en me touchant doucement le bras. « Dieu vous bénisse, monsieur », me dit-elle, les yeux humides. « Merci pour le repas et pour nous avoir compris. Parfois, les enfants oublient qui leur a appris à marcher. » Je lui serrai la main avec affection. « Profitez de votre journée, madame. » Je quittai le restaurant pour le hall climatisé. Derrière moi, le tumulte de la table 5 me parvint. Lorraine pleurait et blâmait Xavier, qui pour la première fois lui criait de se taire. J'entendis le son d'une carte refusée et la voix implacable de Ramirez exigeant un autre mode de paiement. Michel accourut derrière moi avant que je ne franchisse les portes vitrées. « Monsieur Georges !» s'écria-t-il, les yeux brillants d'excitation. « C'est la chose la plus incroyable que j'ai jamais vue. Monsieur Xavier appelle un associé pour un virement. Ils sont anéantis. » Parfois, il faut démolir pour reconstruire, Michel, dans l'architecture comme dans la famille, dis-je. Je sortis un billet de 500 euros de ma poche et le lui tendis. C'est pour toi, pour ta discrétion et ton excellent service. Dis à tes collègues que je veux les voir tous lundi à 8 heures. Nous allons renégocier leur salaire. Finis les abus dans mon immeuble. Michel prit le billet, puis, de façon inattendue, il me prit la main et la baisa avec respect, comme si j'étais un ancien roi. Merci, monsieur Georges, nous vous attendrons. Je sortis dans la rue. Le soleil de l'après-midi me frappa le visage, mais cela ne me dérangea pas. C'était chaud, vivant. Mon chauffeur, que j'avais appelé discrètement 10 minutes plus tôt, m'attendait avec la voiture noire impeccable devant l'entrée, là où Xavier avait garé son SUV à crédit. Le voiturier m'ouvrit la portière arrière. Avant de monter, je jetai un dernier regard à la façade de briques du coin du rôtisseur. Un bel immeuble, solide, résistant, comme moi. Xavier et Lorraine restaient à l'intérieur, confrontés à la honte publique et à la dette. Je rentrais chez moi, dans ma maison emplie de tubéreuses et de chansons françaises d'antan, où le souvenir d'Ernest ne me regarderait plus avec inquiétude, mais avec fierté. J'avais retrouvé mon nom, mon pouvoir. Et bien que j'aie mangé seul dans un coin, je ne m'étais jamais senti aussi comblé. Le moteur démarra en douceur. « Où allons-nous, monsieur ?» demanda le chauffeur. Je regardais par la fenêtre la silhouette désespérée de mon fils gesticuler à travers la vitre du restaurant. « Au bureau, Robert. Je dois rédiger un nouveau bail, et je crois que j'aurai besoin d'une clause très spécifique sur le droit d'admission des belles filles ingrates. » Tandis que la voiture s'éloignait, je savais que ce n'était pas la fin, mais le début de la véritable gestion de mon empire. Xavier devrait venir me chercher. Il devrait se traîner. Et quand il le ferait, il découvrirait que la porte des investissements Le Chêne est lourde et difficile à ouvrir pour ceux qui n'ont pas la clé de l'humilité en main. 3 mois exactement s'étaient écoulés depuis cette fête des mères qui avait changé le cours de ma vie. Si quelqu'un m'avait dit qu'à 68 ans, je réinaugurerais ma propre existence, je lui aurais ri au nez. Mais me voici, assis dans le fauteuil de cuir exécutif du bureau principal des investissements Le Chêne, avec une vue panoramique sur la ville que j'avais contribué à bâtir, brique par brique, aux côtés d'Ernest. Je n'étais plus l'ombre qui tricotait dans le salon. J'étais la lumière qui décidait où les ombres s'étendaient.
Le bureau sentait le café fraîchement moulu et la cire à bois, un mélange qui m'avait toujours semblé le parfum du progrès. Mon bureau, autrefois géré par des administrateurs que je supervisais de loin, était désormais rempli de mes dossiers, de mes stylos-plumes et d'une photo d'Ernest souriante, comme si elle approuvait chaque signature que j'apposais. Ma secrétaire, une femme efficace nommée Claudia, frappa doucement à la porte. « Monsieur Georges, l'architecte Torres est là. Il a rendez-vous à 10 heures. » Je regardai l'horloge. 10 heures pile. Avant, Xavier arrivait chez moi quand il voulait ou ne venait pas, assumant que mon temps ne valait rien parce que papa était toujours là. Maintenant, s'il voulait me voir, il devait prendre rendez-vous, comme n'importe quel autre fournisseur. « Faites-le entrer, Claudia, et apportez-nous 2 cafés, s'il vous plaît. Noir, sans sucre. » La porte s'ouvrit et Xavier entra. Il avait l'air différent, plus mince, avec des cernes marquées sous les yeux, et son costume un peu moins impeccable que d'habitude. Il n'avait plus cet air d'arrogance qu'il affichait au restaurant ce jour-là. Il entra les épaules baissées, tenant un rouleau de plans sous le bras comme un bouclier. « Bonjour, papa. »« Je veux dire, monsieur le président, » corrigea-t-il vite, avec un sourire nerveux. « Bonjour, Xavier. »« Assieds-toi, » dis-je, désignant la chaise. Pas d'embrassade. Il devait regagner ce droit. Xavier s'assit, posant les plans tremblants sur mon bureau. J'ai apporté les avant-projets de la place commerciale du Sud, comme demandé pour l'appel d'offres. J'ai travaillé toute la nuit. J'acquiesçai, saisissant les documents. J'espère qu'ils sont meilleurs. Xavier, ce contrat n'est pas un cadeau de fils. C'est une opportunité. Si coûts ou design ne sont pas fonctionnels, le cabinet Gomez l'aura. Je sais, papa, je sais, soupira-t-il, les mains dans les cheveux. Je croyais avoir compris. Un silence pesant. Xavier avait vendu son SUV9 pour la dette du restaurant et ses frais, car je lui avais coupé le flux d'argent extra que j'injectais, à son insu, via de faux mandats. Lorraine devait désormais vivre de son vrai talent. « Comment va Lorraine » demandai-je, sondant le terrain. Xavier fit une grimace. « Toujours furieuse. Elle dit que tu l'as humiliée, que ses amis du club ne l'invitent plus. La rumeur a couru. » Il baissa la voix. « Nous avons renvoyé l'employé de maison, papa. Lorraine doit nettoyer et cuisiner. C'est une torture, selon elle. »« Mon fils, » souris-je en buvant mon café. « Bienvenue dans le monde réel. Nettoyer n'est pas une torture, c'est une dignité. Elle apprendra peut-être à valoriser ceux qui la servent. »« Et mes petits-enfants ?»« Étonnamment bien, » admit Xavier, surpris. « Au début, ils ont râlé pour leur forfait mobile. Mais l'aîné m'a demandé s'il pouvait venir te voir. Il a vu sur Internet que tu possèdes la moitié de Paris et veut savoir comment tu as fait fortune. Je crois qu'il t'admire plus maintenant, sachant ton pouvoir. » Je me suis adossé, mêlant satisfaction et mélancolie. Triste que l'argent achète l'attention que l'amour n'a pu assurer. Mais si c'est la porte pour leur enseigner des valeurs, je l'utiliserai. Qu'ils viennent samedi, mais sans portable. S'ils viennent, c'est pour apprendre à lire un relevé et comprendre le travail. S'ils veulent un héritage, qu'ils apprennent à le gérer, pas à le gaspiller. Xavier acquiesça, les yeux humides. « Papa, pardonne-moi. J'ai été un imbécile. Aveuglé par Lorraine, à simuler une vie de riche, j'ai oublié qui m'a toujours soutenu. » Je le fixais. Je voyais mon fils, l'homme que j'avais élevé, luttant pour se libérer de la vanité. Le pardon se démontre par des actes, Xavier, pas des mots. Travaille, gagne ce contrat. Traite ta femme avec réalité. Alors, peut-être, nous mangerons ensemble un dimanche, mais pas à une table séparée. Xavier se leva, rangea ses affaires. « Merci, papa, pour la leçon. Coûteuse, mais nécessaire. » Quand la porte se referma, je relâchai l'air. C'était dur. Mon cœur de père voulait l'aider, mais ma tête de patriarche savait que cela le condamnerait. Ernest avait raison. L'amour intelligent fait parfois mal. Cet après-midi-là, je visitais le coin du rôtisseur. Je n'y étais pas retourné depuis. Mes auditeurs avaient fait leur travail, j'avais les chiffres, mais je voulais voir le changement. J'arrivais sans prévenir. Le chauffeur ouvrit la portière. Je descendis, sentant la chaleur. L'enseigne brillait, l'entrée était balayée, sans détritus. En entrant, l'atmosphère était palpable. Fini la tension des employés amers. Musique douce, air conditionné parfait. Mes techniciens s'en étaient occupés. Les serveurs se déplaçaient avec une énergie nouvelle. Monsieur Ramirez me vit du bar,
faillit laisser tomber un verre, puis se ressaisit. Il s'approcha, non plus apeuré, mais avec un respect professionnel. « Monsieur Georges, quel honneur !» Il s'inclina. « Votre table ?»« Quelle table, Ramirez ? Celle du coin des balais ?» demandai-je, un sourcil levé, moins tranchant. Ramirez rougit, mais sourit. « Cette table n'existe plus, monsieur. Nous l'avons retirée pour une plante. Je vous ai réservé la table de la fenêtre, la meilleure vue. » « Très bien. Mais d'abord, la cuisine. » Je me dirigeai vers la zone de service. Les cuisiniers, en me voyant, cessèrent de hacher l'oignon. Les cuisiniers, en me voyant, se figèrent. Je leur souris. « Bonjour les gars, la cuisine s'est améliorée. » Un rôtisseur répondit. « On nous paie les heures supplémentaires, patron, et la clim marche. C'est juste ? Prenez soin de mon affaire. Elle prendra soin de vous. » Je cherchais Miguel, déçu de ne pas le voir. « Où est Miguel ?» demandai-je à Ramirez. Il sourit. « Il n'est plus serveur, monsieur. Grâce à la bourse que vous avez initiée, il apprend la gestion aux bureaux administratifs. Il supervise le soir. » La porte s'ouvrit. Miguel entra, en civil, plus mûr, plus sûr. Ses yeux s'illuminèrent en me voyant. Il me serra la main. Quelle joie! « Bonjour, futur gérant. Tu profites bien ? » ?»« Oui, monsieur. J'étudie. » »« C'est dur, mais j'ai un avenir. Vous m'avez ouvert une porte. Je te l'ai juste laissée ouverte. Continue. J'aurai besoin de gens de confiance pour Investissement Le Chêne. » Miguel acquiesça, ému. Sa progression valait plus que tout loyer. C'était le vrai pouvoir, transformer des vies. Je m'assis à la table du Ventanal, mangeant seul, mais entouré. Ramirez veillait. Les clients me respectaient. Je commandais un cabernet et observais la rue. Je pensais à Ernest. Après sa mort, je m'étais senti à la dérive, résigné à un rôle d'homme discret. Ernest aimait le Georges entreprenant, au feu dans le regard. « Tu es revenu, mon vieux », j'entendis sa voix. Cette version, guérie et polie par la dignité, me plaisait. Lorraine et Xavier avaient nain cru m'humilier, mais m'avaient offert la perspective de mes ressources et la petitesse de leurs attitudes. Ils m'avaient réveillé. Je demandai l'addition. Ramirez tenta d'offrir, mais je sortis ma carte noire. Tout est comptabilisé. L'ordre commence par le haut. Je payai, laissai un pourboire. Mon agenda était plein. Réunions, visites, cours avec mes petits-enfants. Ma vie, pleine de buts, de défis, de respect. La voiture avança. Devant une boutique de luxe, je vis Lorraine en sortir, mains vides, visage frustré. Sa carte refusée sans doute. L'envie de l'aider me traversa, mais je me retins. Elle doit marcher, sentir le pavé, comprendre le prix de l'avancement. J'ai marché longtemps. Mon tour d'être à l'arrière, de diriger. Mes mains marquées par l'âge. Mes rides, ma carte, témoignaient de mes victoires et de mes contrats, non plus de la décadence. À 68 ans, Georges, père et grand-père, maître de son destin, présiderait toujours la table, peu importe où l'on tenterait de le reléguer. Le soleil couchant dorait mes immeubles, mon héritage. L'avenir, radieux, m'appelait avec une urgence nouvelle. « Roberto, dis-je, mets ces chansons françaises d'antan qu'Ernest aimait. C'est un jour à célébrer. »« Oui, monsieur, » répondit-il. La musique emplissait l'habitacle, la chanson résonnant. « Si on nous laisse, on s'aimera toute la vie. » Je n'avais plus besoin d'autorisation extérieure. Je me l'étais donnée, et cela suffisait.